Bonsoir à tous et bienvenue dans Vital, votre magazine santé. Merci d'être avec nous ce lundi. On parle du diabète. Pour en parler, aujourd'hui on reçoit sur ce plateau Marie Neuville. Merci d'être notre invitée, Marie. Bonjour. Bonjour, vous êtes diabétologue et endocrinologue au CHC Montlégea. Oui. On va parler avec vous pendant 40 minutes du diabète, de ses conséquences, de ses complications. On va surtout essayer de voir comment on peut prévenir, comment on peut agir sur cette maladie qu'on qualifie de maladie insidieuse. On sait qu'elle touche des millions de personnes dans le monde. Il y a des milliers de diabétiques qui s'ignorent aussi. Oui. C'est important de le savoir. Oui. Donc la prévention, le dépistage ont un rôle très important, évidemment, là-dedans. Et la prévention, ça passe aussi par des discussions où on peut en parler à bâton rompu, comme on va essayer de le faire aujourd'hui. Oui. N'hésitez pas, évidemment, à nous envoyer vos questions, vos remarques via le Facebook Live. On est là pour y répondre. On va tenter de faire ça durant 35 minutes. On a déjà reçu pas mal de questions ce week-end, mais peut-être avant toute chose, Marie, est-ce qu'on sait définir le diabète? Qu'est-ce que c'est le diabète, tout d'abord? Donc le diabète, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par une augmentation de la glycémie, donc du taux de glucose, de sucre dans le sang. Alors il y a plusieurs types de diabète. On entend souvent parler du diabète de type 1, diabète de type 2, le diabète des enfants, le diabète avec de l'insuline, le diabète sans insuline. Donc en fait, le diabète, c'est une augmentation du taux de sucre parce que le corps soit n'est pas capable de faire assez d'insuline, soit cette insuline, pour une raison dont on discutera plus tard, n'agit pas normalement. Et donc ça va être la cause vraiment du diabète. Alors le diabète de type 1, c'est le diabète des enfants, classiquement. Maintenant, forcément, ces enfants vieillissent et donc on a aussi des adultes qui ont un diabète de type 1. On garde son diabète de type 1 toute sa vie. C'est une maladie incurable, c'est une maladie auto-immune qui va se caractériser par une destruction en fait des cellules du pancréas qui sont supposées faire cette insuline. Et donc, le seul traitement qu'on a à notre disposition, c'est finalement d'injecter de l'insuline à ces patients. Ce sont des injections qu'on va devoir faire plusieurs fois par jour, généralement 4 fois par jour, ou alors, grâce aux avancées technologiques, on va avoir des pompes à insuline, on va avoir différentes choses qui vont vraiment pouvoir aider ces patients au jour le jour à gérer au mieux leur diabète. Ça, c'est plus ou moins 10% des patients diabétiques, donc ce n'est pas la grande majorité. Et donc, c'est classiquement vraiment un début de maladie avant 35 ans. Maintenant, comme toujours en médecine, tout est possible, mais classiquement, début de maladie avant 35 ans. Le diabète de type 2, c'est le diabète le plus fréquent. 90% du coup des diabètes, c'est ce qu'on appelait auparavant le diabète gras. C'est le diabète finalement de la personne adulte classiquement, mais de nouveau, comme tout est possible et que tout évolue, eh bien finalement ce diabète peut maintenant survenir de plus en plus tôt. Avant, on parlait quand même souvent, et ça reste quand même vrai, souvent c'est au-delà de 40-45 ans. Et alors ce diabète-là, en fait, ça va être une inadéquation entre la possibilité du pancréas de fabriquer l'insuline et les besoins en insuline du corps. En fait, les patients diabétiques de type 2, classiquement, vont avoir des besoins accrus en insuline pour contrôler ce taux de sucre et le pancréas n'est pas capable de le donner. Et donc finalement, on va avoir des grandes causes de diabète de type 2, c'est-à-dire que soit pour des raisons probablement génétiques, le pancréas de la personne est plus fragile et donc n'est pas capable de compenser ce besoin important d'insuline. Et donc, c'est comme ça qu'on va se retrouver quand même avec un risque familial important. Si on a des antécédents de diabète de type 2, on est plus à risque d'avoir un diabète de type 2. Et finalement, pourquoi est-ce que ces besoins en insuline vont être augmentés? Eh bien, parce qu'on a un excès de poids, une surcharge pondérale, une obésité, ou parce que l'alimentation n'est pas très adaptée, parce qu'on ne fait pas assez de sport, et c'est un peu le tout qui va causer le diabète de type 2, puisqu'on a des gens qui vont finalement avoir un excès pondéral peu présents ou absents et qui vont avoir un diabète, et d'autres qui vont avoir une obésité morbide qui n'auront pas de diabète. Donc on peut être mince et être diabétique, et le sucre n'est pas forcément le coupable, le seul coupable. Exactement. Et alors, ce qu'on sait vraiment fort, il y a
l'âge qui joue un grand facteur. On sait que finalement, en étant jeune, on a un pancréas qui est plus capable d'aller compenser, même quand on a besoin d'insuline important. Et puis en vieillissant, malheureusement, le pancréas n'est plus capable, quoi. Au niveau de l'âge, justement, 18% des plus de 65 ans en Belgique prennent des médicaments antidiabétiques. Donc c'est un chiffre qui est déjà fort parlant, 18%, c'est presque un cinquième des gens de plus de 65 ans. Alors qu'on sait qu'il y a probablement un tiers des diabétiques qui s'ignorent. Donc finalement, on se retrouve, quand on prend la population générale, donc vraiment tous les Belges, on a 6% des gens qui ont un traitement antidiabétique. On sait qu'on a probablement plutôt 10% de la population qui est diabétique. Dans ces 6% traités, on en a quand même pas mal qui sont finalement traités de façon suboptimale, et donc ça nous fait presque 5% de la population générale qui a un diabète insuffisamment traité, d'où l'importance vraiment du dépistage de ce diabète. Dans les chiffres, toujours, c'est presque un tiers de plus. Les chiffres qu'on vient d'annoncer, c'est 6,6% de la population, c'est presque un tiers de plus qu'en 2010. Oui. C'est vraiment énorme. Oui. En 12 ans, on a triplé, enfin on a un tiers de plus diabétique. Oui, tout à fait. Donc c'est notre mode de vie qui est en cause, quoi. Oui, donc il y a probablement quand même une composante génétique, mais c'est vrai que le mode de vie actuellement, il n'est plus adapté finalement à nos gènes. Ça fait des millions d'années qu'on sélectionne les gènes d'épargne, les gens qui doivent survivre aux famines, etc. Et ici, en fait, c'est tout le contraire. Et donc, on n'a plus du tout... ce n'est pas adapté. On a une offre alimentaire qui est délirante. On ne bouge plus parce qu'on n'a plus besoin de... Enfin, on va au travail en voiture. On n'a pas besoin de bouger des masses. Le télétravail ne va rien améliorer, ça c'est certain. Et puis, on n'a pas le temps de cuisiner, donc on prend des plats préparés, des choses comme ça. Et puis, il faut le dire, les chiffres de surpoids et d'obésité, quand on regarde sur les 20 dernières années, ont aussi très fort augmenté. Donc, ici, il y a des chiffres en ce qui concerne. Oui. Donc, quand on regarde le surpoids en Belgique, on a donc le surpoids, les critères de surpoids, d'obésité, etc. On va utiliser le BMI, le Body Mass Index, ou l'indice de masse corporelle IMC. L'IMC, on va le calculer en prenant le poids d'un patient en kilos. On va prendre sa taille en mètres. Et on va faire le carré de cette taille en mètres, et puis on va diviser le poids en cette taille en mètres, et on va obtenir un résultat. On considère qu'un BMI normal est compris entre 18 et 25. Entre 25 et 30, on parle de surpoids. Et là, on a en fait 50% de la population wallonne qui est en surpoids. Et puis, au-delà de 30, donc 25-30 surpoids, et puis 30 et plus, on est en obésité avec différents grades en fonction 30-35, 35-40 et puis 40-50, enfin peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment... oui, c'est ça. Donc, mais l'idée, c'est vraiment... de dire que ces chiffres-là ont augmenté, puisqu'on a actuellement le BMI moyen du Wallon est à 25,5, donc en surpoids. On a 50% de la population wallonne qui a un surpoids. On a 16% de la population wallonne qui est en situation d'obésité. Donc, c'est quelque chose qui a augmenté en fait au fil des années, puisque le BMI moyen était plutôt aux alentours de 24,5 il y a 20 ans, qu'on avait plutôt 40% des Wallons qui étaient en surcharge pondérale, et on était plutôt aux alentours de 10-12% d'obésité. Donc, ça grimpe très très vite en fait. Alors on avait une remarque de Robert qui nous disait justement, et vous venez de faire la lumière là-dessus, qui nous disait pourquoi entraîner une confusion en associant diabète et sucre. Les diabètes de type 1 ne sont pas responsables de leur maladie, et ceux de type 2 ne finissent pas malades uniquement à cause du sucre. Donc c'est une remarque, c'était pas une question. Vous venez d'y répondre plus ou moins, mais c'est important évidemment de ne pas mettre la culpabilité uniquement sur le sucre. Bien sûr, donc le diabétique de type 1, il faut être très clair, c'est une maladie à partir de laquelle il ne sait rien faire. Une fois que le diagnostic de diabète de type 1 a été posé, eh bien, on sait que le pancréas, il va se détruire, il va arrêter de faire de l'insuline, et ce patient ferait même des régimes extrêmes comme les régimes cétogènes, où on a vraiment des charges en glucides extrêmement faibles sur la journée. Eh bien, il gardera son diabète, il ne sera jamais guéri, il aura un besoin d'insuline. On sait que ces patients, s'ils arrêtent leur traitement par insuline, vont systématiquement se
retrouver hospitalisés aux soins intensifs avec des complications graves dans les, généralement, 48-72 heures de l'arrêt de l'insuline. Donc ça, c'est clair que ces patients-là, c'est pas, ils doivent aussi, idéalement, avoir une alimentation qui est saine, un mode de vie sain, faire du sport, avoir une alimentation équilibrée. Mais ces gens-là, c'est complètement indépendant de leur alimentation. C'est autre chose, oui. Concernant le diabète de type 2, on voit que c'est plus complexe que simplement l'apport en sucre. Donc c'est sûr qu'il faut essayer, je veux dire, chez tout le monde et chez le diabétique a fortiori, de faire attention à ces apports en sucre, surtout en sucre simple. On sait que les glucides, au sens large, les ex-sucres lents, sucres rapides, on en a dans presque tout dans l'alimentation. Mais il faut limiter la consommation de sucre simple, notamment dans les boissons sucrées. Je pense que chez le diabétique, et dans la population générale, on peut discuter, c'est vraiment quelque chose qui pose problème. Ce sont des bombes caloriques, donc par rapport à la problématique de surcharge pondérale, d'obésité, c'est un problème. Et alors, c'est vraiment des apports en sucre qui sont extrêmement importants. Et je pense que voilà, on va vraiment diaboliser les sodas, et à juste titre, mais pour un diabétique, finalement, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en consultation, le jus d'orange du matin, même le jus d'orange pressé avec les oranges du jardin où on veut, ça reste en fait un apport en sucre extrêmement important. C'est non également. Alors c'est non, ou en tout cas c'est savoir que c'est très compliqué de réguler ça chez un patient diabétique, surtout à l'insuline, mais même sans insuline, ça va vraiment faire monter très fort la glycémie. Ça nécessite une sécrétion d'insuline très importante par le pancréas pour compenser les boissons sucrées. C'est d'ailleurs comme ça, finalement, que les diabétiques qui font une hypoglycémie, un sucre trop bas, on va leur dire, pour remonter rapidement ta glycémie, tu peux boire un jus, du coca ou des boissons sucrées, parce qu'on sait que ça fait remonter très, très fort les glycémies. Et par rapport aux boissons sucrées, le light est banni également, selon vous? Non. Donc le light, alors la discussion peut rester ouverte sur, finalement, est-ce que l'aspartame, etc., c'est naturel, c'est pas naturel? Est-ce que ça pourrait avoir des risques autres sur la santé? Ça, j'ai pas vraiment la réponse, puisqu'actuellement, dans la littérature, on n'a pas vraiment de réponse. Ce qui est certain, c'est que le light, le zéro, en boisson, j'entends, je ne parle pas ici des yaourts light, allégés, etc., mais les boissons soda light zéro, il n'y a pas de sucre. Donc ça veut dire que ça ne fera pas monter la glycémie, ça ne fera pas grossir, il n'y a pas de calories dedans. Après, l'idéal, ça reste de l'eau. Mais c'est vrai que chez un diabétique qui va me poser la question, est-ce que j'ai plutôt intérêt à prendre un coca normal ou un coca zéro, je l'orienterai plutôt vers du zéro, du light. Ouais. Voilà, si on ne sait pas se passer de coca, c'est très clair. Alors bon, il y a une question très, très générale, d'Irène, quel régime favoriser quand on est diabétique? J'imagine de type 2, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil, justement? Des régimes, il y en a plein. Exactement. Alors ça, c'est toujours compliqué, puisqu'on sait bien que le diabète, c'est pas comme quelqu'un qui va se marier dans 3 mois, qui est motivé à bloc, qui sait qu'il va pouvoir tenir n'importe quel régime, quel qu'il soit, pour perdre du poids pendant 3 mois et puis faire n'importe quoi par la suite. Le problème du diabète, c'est que c'est une maladie dont on se défait difficilement. C'est une maladie avec laquelle il va falloir vivre. Et donc, finalement, les mesures alimentaires qu'on doit prendre sont des mesures qu'il va falloir tenir au long cours. Donc, ce qui est très important, c'est de discuter avec son médecin traitant, avec son diabétologue, avec un diététicien, de qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie en place, qui est tenable au long cours. Et c'est ça qui est très important pour finalement améliorer les choses, parce qu'on sait que, de nouveau, ici, je vais exclure complètement le diabète de type 1, le diabète de type 2 au diagnostic. Les Américains, maintenant, recommandent une perte de poids, en cas, évidemment, de surcharge pondérale ou d'obésité, de 15% du poids corporel, qui permet une résolution du diabète au diagnostic, je dis bien, dans pas mal de cas. Maintenant, c'est sûr que quand le diabète est là depuis des années, il ne faut pas espérer guérir son diabète en faisant un régime, puisqu'on a le pancréas est trop abîmé. Mais finalement, en fait, en perdant du poids,
cette résistance à l'insuline, qui est vraiment une des clés du diabète de type 2, va baisser. En fait, la résistance à l'insuline du diabétique de type 2, elle est causée par l'excès de graisse essentiellement viscérale. Donc, c'est le gros ventre des hommes, contrairement aux femmes qui vont plutôt s'arrondir au niveau des hanches, etc. C'est vraiment, en fait, cette graisse viscérale intra-abdominale qui va être responsable, avec une alimentation déséquilibrée, avec de la graisse qui va se mettre dans le foie, avec un manque de sport, de cette insulinorésistance. Et donc, du coup, c'est sûr que le régime, il est capital. C'est d'ailleurs la première chose à faire quand on a un diabète, c'est reprendre une alimentation plus adaptée, c'est éventuellement perdre du poids s'il y a un surpoids, s'il y a une obésité, et puis c'est reprendre l'activité physique. Mais finalement, donner des conseils génériques, c'est vraiment voir avec le patient d'où il vient et où on peut aller avec lui. Dans les grands conseils quand même qui ressortent, c'est la consommation de légumes qui est insuffisante chez la plupart des gens. En fait, une assiette classique, ça devrait être la moitié de légumes, un quart de protéines. Donc les protéines, ça va être la viande, ça va être les œufs, ça va être le poisson, ça va être... voilà. Et maintenant, on peut, au niveau des végétariens, puisqu'il y en a quand même de plus en plus, on peut le retrouver dans tout ce qui va être légumineuses, etc. Il faut se méfier que les légumineuses ont quand même souvent un double statut qui vont être féculents et protéines. Et puis alors, donc dans votre assiette, moitié légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Ça devrait vraiment être la base, y compris à midi. Et donc finalement, le repas tartine que classiquement on fait ici n'est pas très adapté parce qu'en fait, on a beaucoup de féculents et beaucoup de sucre du coup. Alors les féculents, le pain... Et de même que la tartine de Nutella le matin, c'est pas l'idéal. C'est sûr que c'est pas top. Alors du coup, on voit quand même, parce que ça c'est aussi une question qui revient souvent finalement, est-ce que c'est si important de ça de prendre du pain gris par rapport à du pain blanc? Alors, le pain blanc, il faut savoir que donc il y a l'index glycémique dont on parle beaucoup, qui est quand même très à la mode, les sucres lents, les sucres rapides. Finalement, le sucre lent, sucre rapide, il va être déterminé par l'index glycémique de l'aliment. Et en fait, aux États-Unis, pour avoir une référence d'index glycémique rapide, ils utilisent du pain. Nous, on utilise du sucre, ils utilisent du pain blanc. Donc en fait, quand vous mangez une tartine de pain blanc, ça fait monter extrêmement vite votre glycémie aussi. Et donc du coup, en fait, cette tartine de Nutella, il y a le Nutella qui pose problème, mais le pain blanc pose aussi beaucoup de problèmes. Et donc, oui, au niveau calories, au niveau d'un régime, c'est les mêmes calories, une tranche de pain blanc, une tranche de pain gris, mais les glucides ne sont pas les mêmes. Le don sucre dont on voit, en fait, n'est pas le même quand on voit sur les emballages. Et ça va être un sucre beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile à digérer, qui va avoir des effets tout à fait différents, quoi. Est-ce qu'il y a des aliments, vous avez parlé des légumineuses, mais est-ce qu'il y a des aliments à privilégier justement pour réguler au mieux le taux de sucre, donc l'insuline finalement? Il n'y a pas vraiment d'aliments miracles. On a des patients qui arrivent avec des aliments ou des compléments vraiment pour soigner leur diabète. Il n'y a pas d'efficacité vraiment démontrée. L'idée, c'est vraiment d'avoir une alimentation équilibré, d'avoir un exercice physique équilibré. Alors l'alimentation, je veux dire, chez le diabétique de type 2 qui va avoir cette maladie toute sa vie, l'idée c'est vraiment de trouver des solutions avec le patient. Ce qui est aussi très important, dont on n'a pas du tout parlé, c'est le diabète gestationnel, c'est un diabète qui va être découvert pour la première fois pendant une grossesse, exactement. Qui peut s'arrêter après. Qui classiquement s'arrête après. Donc en fait, ça c'est aussi important puisqu'on se rend compte que dans les femmes en âge de procréer, on a 30% des femmes qui ont une surcharge pondérale, on a 10% des femmes qui sont en situation d'obésité, et donc on se rend compte que, comme je disais tantôt, normalement le diabète de type 2, c'est finalement à partir de 45 ans, mais on se rend compte que finalement, on a des diabètes chez des dames qui sont enceintes et qui pourtant... à cette occasion-là. Exactement. Alors, le diabète va être favorisé en fait par la grossesse. Pourquoi? De nouveau, cette histoire d'insulinorésistance. En fait, le bébé qui grandit est une grande cause d'insulinorésistance. Alors, ce qui est important, c'est de se rendre compte que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mamans qui ont un diabète ou un prédiabète qui préexiste à la grossesse et qui donc doit être dépisté dès le début de la grossesse. Alors, il y a quelques années, on faisait un dépistage chez les femmes à risque. Mais
finalement, on se rendait compte qu'on loupait quand même beaucoup de mamans et les répercussions du diabète sont importantes. Et donc, de plus en plus, on plaide pour vraiment un dépistage de toutes les femmes enceintes. Donc, au début de grossesse, on fait une glycémie à jeun. Et puis, si c'est normal, on va faire la GPO, le fameux test au sucre, avec, du coup, un suivi en diabétologie si nécessaire. On sait que ces femmes qui ont un diabète gestationnel sont à très haut risque de développer par la suite, dans les années qui suivent leur grossesse, un diabète ou un prédiabète. Et donc, en fait, ce sont des dames qui doivent avoir un suivi. Alors, pas forcément en endocrinodiabétologie. Nous, classiquement, on les revoit après leur accouchement. 6 mois, on vérifie que le diabète a disparu. Si le diabète a bien disparu, en fait, on va les renvoyer vers le médecin traitant en disant, écoutez, cette dame est à très haut risque. On parle parfois de 50% d'évolution vers un diabète, prédiabète à 10 ans. C'est des femmes qui sont jeunes. Et donc, elles sont à très haut risque. Et donc, ces dames nécessitent un suivi pour dépister l'évolution vers un diabète. Et alors, dans le diabète gestationnel, en fait, au niveau des traitements, on est fort démunis. Et donc, c'est vraiment une prise en charge alimentaire qui est nécessaire et extrêmement efficace parce qu'évidemment, la motivation est tout autre puisqu'on attend un enfant. Et donc, on fait très attention et on se rend compte vraiment de l'efficacité de la diététique. Et là, vraiment, les régimes, on va être beaucoup plus stricts, entre guillemets. Et donc, là, on se rend compte qu'un régime vraiment bien tenu va permettre de faire beaucoup de choses, quoi. Alors, au niveau de ces diabétiques qui s'ignorent, hormis le dépistage, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est diabétique finalement? On encourage au dépistage, il y a chaque année dans les hôpitaux, même ailleurs, c'est très fréquent, mais comment est-ce qu'on peut se douter qu'il y a un problème? Quels sont les signes avant-coureurs? Alors, le problème, c'est que souvent, si on a des signes qui permettent de s'en douter, c'est qu'on est déjà tard dans la maladie, puisque finalement, c'est pas la petite augmentation du taux de sucre qui va donner des signes. Donc, c'est toujours gênant. Je pense que l'idéal, c'est vraiment le dépistage. Le dépistage doit s'adresser à priori toute personne de plus de 45 ans qui présente un surpoids et des antécédents familiaux, puisque c'est les 3 grands facteurs. Après, au niveau des signes, eh bien, c'est une maladie insidieuse, comme on l'a dit, et donc ça va être éventuellement des troubles de la vision, une perte de poids, uriner beaucoup, boire beaucoup, ça va être des plaies qui ont du mal à cicatriser, ça va être des infections. De petits bobos qu'on ne peut pas identifier. Qu'on va banaliser, qu'on va banaliser, tout à fait. On a eu une question à ce sujet-là, justement, mon diabète m'occasionne des problèmes de vision nocturne. Étant donné que la maladie attaque les nerfs. C'est des choses qu'on ne sait pas toujours, évidemment, et on ne relie pas forcément un problème comme celui-là de vision nocturne par rapport à un diabète. Mais donc ça, c'est un réel problème. Et en plus, le problème, c'est que le diabète de type 2, on sait bien qu'on a parfois un retard énorme de diagnostic avec, du coup, parfois, on a des gens qui sont envoyés en consultation pour un diabète qui a été détecté par l'ophtalmologue, en fait. Le patient vient parce qu'il ne voit plus bien, et puis l'ophtalmologue regarde dans l'œil, dit « Ouh là là, en fait, c'est une rétinopathie diabétique, donc c'est une atteinte de l'œil liée au diabète, vous avez un diabète, le patient ne le sait pas, il fait une prise de sang et il a en effet un diabète. Donc les complications du diabète, c'est finalement ça le vrai problème, c'est ça qui fait la mortalité. Le diabète, c'est ce qu'il implique. Exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à minimiser ce qu'est le diabète en se disant c'est pas grave, j'ai ça, je vais faire attention, manger moins de sucre. Mais au final, les complications peuvent être mortelles. D'ailleurs, il est dit maintenant, voilà, est-ce que c'est vrai que c'est la 4e cause de mortalité en Europe? Ce n'est pas le diabète, c'est les conséquences du diabète, les complications qu'il occasionnent. C'est ça. Et l'association avec d'autres facteurs de risque. Donc, dans le diabète de type 1, c'est vrai que ça peut être des patients qui n'ont pas d'autres facteurs de risque. Dans le diabète de type 2, on va quand même souvent additionner les facteurs de risque. Ça va être des gens qui ont un diabète, oui, mais qui ont aussi éventuellement un excès de poids, qui ont éventuellement un problème de cholestérol, qui peuvent éventuellement fumer. Et tout ça, ce sont des facteurs de risque, en fait, pour faire des AVC ou des infarctus, et c'est là la cause vraiment de mortalité. Après, c'est vrai que le diabète tout seul va suffire pour aller causer des atteintes au niveau des petits vaisseaux, et donc vraiment
évidemment au niveau de l'œil, oui, au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau des nerfs. Et donc, c'est pour ça que finalement, tout patient diabétique doit bénéficier annuellement d'un fond d'œil pour aller regarder si le diabète prolifère, je veux dire, si le diabète est dans les yeux. Le diabète n'est pas vraiment dans les yeux, mais c'est comme ça qu'on l'explique aux patients, c'est voir est-ce qu'il y a une conséquence du diabète au niveau du fond d'œil, parce qu'on sait que malheureusement, en fait, on est assez démunis quand on a des rétinopathies diabétiques sévères. Il vaut mieux prévenir que guérir parce que la réversibilité est assez mauvaise. Idem au niveau du rein, on fait un dépistage pour voir s'il y a certaines protéines qui vont se retrouver au niveau du rein. C'est un facteur d'alerte de se dire, oulala, peut-être que le patient est du coup à plus haut risque. On sait que le fait d'avoir des protéines dans les reins, enfin dans les urines qui passent à cause des reins, est un facteur de risque cardiovasculaire. Et donc même si ce patient, a priori, n'était pas tabagique, n'était pas hypertendu, n'avait pas trop de cholestérol, eh bien le fait d'avoir ces protéines qui passent dans les urines, ça nous fait dire, oulala, le patient est à haut risque de faire un problème de cœur, d'AVC, et donc on doit adapter notre traitement. Et je pense que vraiment, ici, c'est le diabète en soi. Il ne faut pas se tracasser que du diabète, il faut se tracasser du diabète, mais aussi de la tension, mais aussi du statut du tabagisme, mais aussi du statut du cholestérol. Vous avez parlé du tabac 2 fois. Stéphanie demandait en question, le tabac est-il un facteur aggravant du diabète? Alors, il n'aggrave pas la glycémie, donc il n'aggrave pas le diabète en soi, en tout cas pas que je sache. Par contre, le tabac, c'est un facteur de risque qui va aller s'accumuler et ajouter des problèmes au niveau des artères qui sont déjà touchées par le sucre. Donc, c'est un réel problème et je pense que pour bien prendre en charge un patient, c'est pas juste parce qu'on a des techniques très efficaces pour savoir, on a un dosage qui est disponible dans la prise de sang qui nous permet de dire, OK, est-ce que le patient, il est bien équilibré pour son diabète ou pas? Ça s'appelle l'hémoglobine glyquée. Mais je pense que dire, OK, moi j'ai bien fait mon travail, mon patient, il est dans les objectifs d'hémoglobine glyquée, c'est insuffisant. Il faut aussi se tracasser, est-ce que mon patient a une tension qui est correcte? Est-ce que mon patient a un suivi ophtalmologique qui est correct? Est-ce qu'il a des protéines dans les urines? Est-ce que j'ai dosé annuellement ces protéines dans les urines? Est-ce que mon patient a une neuropathie, une atteinte des nerfs qui va classiquement commencer par les jambes et donc avec un risque de plaie au niveau des pieds, parce qu'il ne ressent pas bien? C'est se demander vraiment, est-ce que le cholestérol de mon patient est bon? Et donc, c'est finalement suivre beaucoup de choses pour améliorer, d'une part, l'espérance de vie de mon patient, mais d'autre part, essayer qu'il ne fasse pas un AVC, qu'il ne fasse pas... sa qualité de vie aussi. Sa qualité de vie, exactement. Sur le long terme. En termes de traitement, comment est-ce qu'on traite justement les patients diabétiques? Oui. Médicament connu, metformine. Oui, tout à fait. Mais il y en a d'autres. Oh, il y en a beaucoup. Donc en fait, dans le diabète de type 1, comme j'ai dit, insuline, les progrès, c'est vraiment au niveau technologique, avec la pompe, avec des systèmes où on a un scanner, où on scanne, qui nous permet de voir la glycémie sans devoir se piquer au bout du doigt, etc. Donc ça, c'est vraiment très confortable et ce sont des avancées technologiques qui changent vraiment la qualité de vie, mais aussi la qualité d'équilibration du diabète de type 1. Mais le diabète de type 1, c'est que de l'insuline. Au niveau du diabète de type 2, les avancées, en fait, ça se fait essentiellement dans le nombre de molécules. On a, sur les 20 dernières années, 20-30 dernières années, il y a vraiment eu une augmentation extrêmement importante du nombre de médicaments qui sont disponibles pour traiter le diabète de type 1. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des médicaments qui sont finalement encore... Qui ne vont pas que traiter le diabète. Donc on parle de la metformine. Bon, la metformine, c'est un médicament première ligne recommandé par toutes les instances, enfin toutes les recommandations. Donc c'est la metformine. Le gros problème de la metformine, c'est la tolérance digestive. Pour ceux qui ne savent pas, donc la metformine, le Metformax, le glucophage, c'est la même chose. Donc problème de tolérance digestive, mais qui sinon est un médicament très intéressant, qui ne va jouer que sur le sucre, qui ne donne pas d'hypoglycémie, parce que le problème du diabète, c'est descendre le sucre, mais pas trop, pour éviter les hypoglycémies. Et puis alors, on a des anciens traitements qui sont très efficaces, mais qui peuvent donner des hypoglycémies. Et dans les dernières années, en fait, sont sortis toute une série de médicaments qui ont des effets autres. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des injections qui vont d'une part être
très efficaces pour diminuer la glycémie, mais d'autre part vont en fait aider à perdre du poids, avec des pertes de poids significatives, voire très significatives, plus de 10 kilos. On a des médicaments qui se prennent par la bouche, qui vont permettre d'améliorer l'équilibre du sucre, mais également de protéger le rein, de protéger le cœur, et qui même maintenant, depuis quelques mois, années, sont remboursés chez le patient non diabétique qui a des problèmes de rein ou des problèmes de cœur, alors que c'est un médicament qui a été développé dans le diabète pour le diabète. Donc, et ces deux médicaments-là, ils ont l'avantage de ne pas donner d'hypoglycémie. Donc en fait, on va vraiment reculer ce passage à l'insuline qui est parfois vécu comme une punition par le patient, alors que c'est pas vraiment, enfin voilà, c'est pas le cas, c'est pas le but en tous les cas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on passe à l'insuline, la qualité de vie va quand même changer, puisqu'il va falloir se tester au bout du doigt. Il va falloir, c'est vrai que c'est plus contraignant que les traitements, mais dont on a finalement beaucoup de lignes. Mais je répète, le premier traitement qui est le moins bien suivi malheureusement, c'est vraiment adapter son mode de vie, c'est reprendre une activité physique. Il parle de 150 minutes d'exercice physique par semaine, donc c'est 30 minutes 5 fois par semaine. Le sport va jouer vraiment un rôle déterminant. Exactement. Dans la façon dont on va traiter son diabète. Tout à fait. Ou la prévention. Oui, et le sport, quand on entend sport, parce que bon, les gens parfois arrivent, ils me disent, mais moi ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de sport, je ne saurais pas. Ça n'a pas besoin d'être un sport de haute intensité, ça peut être simplement... aller 10 km spécialement. Tout à fait, c'est marcher, c'est promener son chien, c'est aller faire ses courses à pied, aller chez le boulanger ou se garer un peu plus loin du parking, se lever. Oui, ils avaient fait une étude qui montrait que rien que le fait de marcher, de se lever, donc pour les gens qui travaillent toute la journée assis, de marcher, d'aller faire un petit tour, finalement, améliorer la condition, améliorer l'équilibre du diabète. Mais après, bon, c'est difficile quand on travaille dans un bureau de se dire, bon, allez, je vais marcher 2 minutes. Mais ce sont des choses, finalement, c'est se remettre en mouvement en fonction des capacités. Si j'ai quelqu'un, un jeune, je vais lui dire forcément d'aller faire du sport. Mais si j'ai quelqu'un qui n'a plus bougé depuis 5 ans, rien que le fait qu'il me dise, moi, je suis allé marcher, j'ai été promener mon chien, c'est quelque chose de très bien. Et je pense que c'est vraiment ça le message, c'est que ce sont des maladies chroniques. Et donc, il faut vraiment s'adapter au patient, parce que le patient, il ne s'adaptera pas à nous. Le patient, il ne continuera pas les efforts. Si on lui force que ce soit un mode de vie, une alimentation, il ne tiendra pas au long cours. Exactement. Et donc, on a comme ça des patients qui vont perdre du poids, reprendre l'activité physique, prendre un régime, et puis hop, ils vont tout reprendre. Et on arrive dans le phénomène de yo-yo qui n'est pas non plus souhaitable, bien évidemment. Si on s'interroge sur sa consommation de sucre, Raphaël demande, y a-t-il une ration quotidienne à ne pas dépasser? Alors là, c'est difficile de sous-peser, évidemment. Exactement, parce que le problème... Qu'il y a du sucre partout, dans tout, et c'est caché, donc c'est pas facile de savoir. C'est ça, donc théoriquement, on parle de plus ou moins 50% des apports caloriques qui doivent être faits sous forme de glucides, mais de glucides, pas de sucre. Donc les glucides, c'est des sucres, oui, mais de sucre lent. Les sucres, théoriquement, quand on voit les nouvelles pyramides alimentaires, les dernières qui sont sorties, en fait, ils ont carrément coupé le haut de la pyramide, ils l'ont mis à côté en disant finalement que le sucre qui était tout au-dessus de la pyramide quand moi j'étais enfant, hop là, il s'est fait... Et donc ça devient si on veut vraiment, mais voilà, donc la ration de sucre, nécessaire. C'est forcément, pour moi, c'est aussi à individualiser. Je pense que c'est pas tellement la consommation de sucre qui va être la base du problème. Elle peut participer au problème, mais c'est plutôt à intégrer dans... Exactement. L'hygiène de vie globale. Exactement, tout à fait. L'émission touche déjà à sa fin. J'ai pas vu le temps passer, mais on va devoir rendre l'antenne. On aurait pu en parler encore longtemps, je pense. Merci beaucoup, Marie Neuville, d'avoir été avec nous. Est-ce que vous auriez le mot de la fin, justement, pour les patients qui nous regardent, qui sont assez sensibles, justement, à leur consommation de sucre, ou qui ont des doutes concernant, peut-être, un prédiabète? Est-ce que vous auriez un conseil ou l'autre à leur donner? Je pense que la prévention est très importante. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'adopter un mode de vie sain, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. Je pense que c'est important quand on a des antécédents familiaux, quand il y a une surcharge pondérale, quand il y a l'âge qui commence à venir, de faire un dépistage. C'est une glycémie à jeun sur une prise de sang. C'est pas très compliqué et il n'y a pas de petit diabète, il n'y a pas de j'ai un petit peu de sucre, parce que sinon, de fil en aiguille, on se retrouve avec un diabète qui évolue depuis 5-6 ans, qui est un petit diabète, mais qui n'en est pas un et qui a des conséquences au moment du vrai diagnostic de diabète, quoi. Voilà.
être attentif, c'est déjà un premier pas. Merci beaucoup Marie De rien. d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, dans 2 semaines. Et d'ici là, prenez soin de vous évidemment.